Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel balado du Réseau 1 Québec. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet peu discuté en médecine, l'adénomyose. Je suis ravie d'avoir deux invités. J'ai une externe de l'Université de Montréal, Stéphanie Crassiunas. Bonjour. Et j'ai un médecin résident. Allô, moi c'est Dr. Charlotte Myers-Savard. Donc ensemble, on va parler de la nouvelle ligne directrice sur l'adénomyose de la SOGC. Avant de commencer, je tiens à dire que tous les trois, nous n'avons aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et je veux dire qu'on va souvent utiliser le terme femme ou patiente, mais que cette ligne directrice s'applique à tout le monde qui a un utérus. Pour commencer, on va, comme toujours, débuter avec un cas. Oui, donc nous avons Madame Tremblay, 38 ans, qui se présente au sans rendez-vous pour une douleur abdominale aiguë. Ses antécédents incluent une adénomyose ainsi qu'une adénomyectomie en 2019. La douleur localisée en sus-pubien droit est apparue soudainement il y a 4 jours. Elle ne fait qu'empirer depuis, puis elle a eu un épisode similaire avant sa chirurgie en 2019. Par contre, la douleur est plus importante aujourd'hui. Il n'y a pas de notion de trauma, pas de symptômes gastro-intestinaux, urinaires, gynécologiques, ni symptômes systémiques. Le Tylenol pris offre un soulagement que partiel. Madame ne prend pas de contraception car elle espère devenir enceinte. Son cycle menstruel est régulier, les dernières menstruations étant il y a 16 jours. Elle n'a pas fait de test de grossesse. À l'examen physique, les signes vitaux sont stables. La patiente est dans une position antalgique l'obligeant à se pencher vers l'avant. L'examen abdominal est normal, à l'exception d'une douleur sus-pubienne droite sans masse. Le test de grossesse revient négatif. En gros, nous avons une femme de 38 ans qui a une douleur à la fosse iliaque droite, qui est connue pour une adénomyose. Donc, c'est quoi l'adénomyose? Il faut savoir que l'adénomyose, c'est une condition gynécologique bénigne. Ça consiste en une invasion des glandes endométriales dans le stroma et dans le myomètre. Et c'est aussi souvent associé à une hyperplasie du myomètre. Il faut également savoir que les patientes qui ont de l'adénomyose ont souvent aussi d'autres changements qui peuvent être structurels, comme des fibromes, puis elles peuvent aussi être atteintes d'endométriose. C'est des patientes qui peuvent se présenter avec des segments utérins abondants, qui peuvent se présenter avec des plaintes de dyspareunie, de dysménorrhée, et c'est aussi des patientes qui peuvent avoir des problèmes liés à l'infertilité. Est-ce que dans cette ligne directrice, on parle de la différence entre l'adénomyose et l'endométriose? Oui, en fait, c'est au niveau de la localisation. Donc, comme mentionné plus tôt, l'adénomyose, c'est au niveau du myomètre, tandis que des endométriomes pourraient être trouvés, par exemple, au niveau de l'utérus. L'adénomyose et l'endométriose se tiennent dans le même spectre. Donc, ce qui est important à se rappeler, à garder en tête, c'est que, étant donné qu'ils sont sur le même spectre, il faudra en tenir compte lorsqu'on va envisager des traitements plus tard. Donc, à titre d'exemple, il y a eu des études de prévalence qui ont rapporté que des signes échographiques d'adénomyose ont été observés chez 20 à 34 % des femmes en âge de procréer et 70 % de ces femmes avaient de l'adénomyose symptomatique. Également, c'est important de mentionner que l'incidence de la douleur dans l'adénomyose, ça peut aller de 50 % à 90 % et habituellement, la douleur augmente plus on a de caractéristiques à l'échographie. Donc, en gros, l'adénomyose est une condition quand même relativement fréquente qu'on voit en première ligne et en gynécologie, qui peut causer plusieurs symptômes, mais surtout la douleur et les saignements utérins anormaux. Cette ligne directrice du SOGC se penche surtout sur le diagnostic et le traitement. Donc, à part discuter de symptômes cliniques puis de toujours penser à l'adénomyose et l'endométriose lorsqu'on a des femmes qui ont des douleurs ou des saignements utérins anormaux, comment on fait un diagnostic d'adénomyose?
Quand on a une femme qui vient à notre bureau avec des plaintes qui pourraient être associées à l'adénomyose, habituellement, ce qui est recommandé dans cette ligne directrice, c'est de premièrement faire une échographie transvaginale. Donc ça, en théorie, ça devrait toujours être la première chose à laquelle on pense. Donc oui, l'échographie endovaginale, c'est la première ligne de première intention pour l'adénomiose soupçonnée. Par contre, le problème, c'est qu'il n'existe toujours pas des critères normalisés pour le diagnostic par imagerie. Il y a un système de classification qui a été proposé par le MUSA, mais ça n'a toujours pas été validé. Et donc, c'est sûr que ça va entraîner des incohérences quant à la terminologie, la prévalence et le diagnostic. Pour préciser, le MUSA, c'est le Morphological Uterus Sonographic Assessment. Aussi, pour le futur, il y a un autre modèle qui, lui, a 9 prédicteurs. Ça inclut des symptômes et également des caractéristiques échographiques. Celui-là a une sensibilité et une spécificité légèrement supérieures au MUSA et ça l'aiderait dans le diagnostic de l'adénomyose. Il y a des efforts qui sont présentement mis pour créer une plateforme mobile comme un algorithme qu'on pourrait suivre en tant que clinicien. Donc, rester à l'affût, c'est à venir. Donc, il y a des gens qui travaillent sur des prédicteurs qui sont cliniques et échographiques afin de nous aider à préciser un diagnostic, mais il n'y a pas de modèle qui est, pour l'instant, qui a franchement passé ses preuves. Quand on parle du MUSA, donc, il y a des caractéristiques plus échographiques qu'on voit. Ça, c'est plus pour nos collègues radiologistes, mais c'est quoi les caractéristiques qu'on regarde à l'échographique pour parler d'un possible diagnostic d'adénomyose? Premièrement, au niveau des critères radiologiques, il existe la présence d'aspects échographiques typiques de l'adénomyose. Ça inclut un utérus hypertrophique et globuleux, un épaississement myométrial asymétrique, des kystes myométriaux, des stries et des nodules sous-endométriaux échogènes, des îlots hyperéchogènes, des stries hyperéchogènes, une zone jonctionnelle irrégulière ou interrompue, ainsi qu'une vascularisation translésionnelle. Donc ça, c'est les critères échographiques typiques, mais il y a aussi la localisation, ainsi que la différenciation de la forme, est-ce que c'est focal ou diffus, s'il y a une présence de kyste, la profondeur d'infiltration du myomètre, l'étendue des lésions, ainsi que les dimensions de la zone atteinte. Au final, malheureusement, il n'y a toujours pas de standardisation diagnostique au niveau de l'analyse échographique. Il y a encore beaucoup d'hétérogénéité dans les rapports échographiques pour l'adénomyose. En gros, pour l'adénomyose, comme dans plusieurs conditions, c'est sûr que si on a du tissu, de la patho, de l'histologie, c'est la meilleure chose pour nous dire c'est de l'adénomyose. Mais même là, dans cette ligne directrice, on nous dit que c'est pas parfait. Une évaluation radiologique, donc une échographie, c'est la première ligne, mais encore là, on n'a pas vraiment d'étalon d'or pour le diagnostic clair de l'adénomyose. Si jamais, au niveau de l'échographie, on n'est pas capable de tirer des conclusions, la deuxième ligne recommandée par la ligne directrice serait d'avoir recours à l'IRM. Ce qui est intéressant avec cette imagerie, c'est que ça repose moins sur la compétence du professionnel comparé à l'échographie, mais encore une fois, les critères ne sont toujours pas normalisés. Puis, il existe plusieurs inconvénients à faire l'examen, dont l'impossibilité de le faire lors de menstruation, de contractions utérines. Parfois, même la zone jonctionnelle n'est pas mesurable et l'examen est plus coûteux. Comme l'endométriose, il est important de se rappeler que la plupart des patientes vont être diagnostiquées beaucoup trop tard pour l'adénomyose, après des années avoir eu de la dysménorrhée, de la dysparunie ou des saignements utérins abondants. Donc, c'est important en tant que clinicien de première ligne, on est les premiers à recevoir ces femmes-là qui ont ces plaintes-là, qui ont un impact sur leur quotidien. Donc, de tout de suite penser à l'endométriose, mais également à l'adénomyose. Et ça coûte pas cher de faire simplement une échographie transvaginale pour s'assurer que ces patientes-là n'ont pas des caractéristiques qui pourraient être suspectes. Donc, Stéphanie, si on revient à votre cas, cette patiente, elle avait déjà un diagnostic d'adénomyose, mais dans notre cas, probablement qu'on avait envie de lui renvoyer faire une échographie pelvienne. Nous avons envoyé la patiente pour aller faire une échographie pelvienne. Donc, ils ont retrouvé un kyste à l'ovaire d'un aspect
qui tendait vers un endométriome. OK, une fois que nous avons fait le diagnostic d'une adénomyose, comment est-ce qu'on traite cette condition? Avant de débuter, il faut savoir qu'il n'y a aucun médicament qui est approuvé spécifiquement pour le traitement de l'adénomyose, mais qu'il est possible d'atténuer les symptômes grâce au même arsenal que celui qui est utilisé pour le traitement des saignements utériens anormaux, de la dysménorrhée et de la douleur pelvienne. Donc, pour ce qui est du traitement de première ligne, il y a possibilité de démarrer un contraceptif oral combiné, un stérilet hormonal ou de la progestine orale seule. Pour ce qui est de la progestine orale seule, le traitement qui a été le mieux étudié pour l'adénomyose est le Dienogest. On a vu que ça pouvait aider au niveau de la douleur pour les patientes et que ça a une très bonne efficacité. Une des raisons pourquoi les patientes peuvent décider de l'arrêter est pour le fameux spotting. L'option la plus étudiée dans le traitement de l'adénomyose, ça reste le stérilet à lévonorgestrel. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que c'est vraiment une stratégie réaliste et acceptable pour la prise en charge à long terme et que même ça diminuait la douleur de façon plus significative comparée aux contraceptifs oraux combinés. Donc, notre première ligne de traitement, c'est des choses auxquelles on est habitué en première ligne, donc les stérilets, les contraceptifs oraux combinés, le Dienogest, qui est le nom commercial Visanne qu'on utilise pour l'endométriose. La deuxième ligne en pharmacothérapie, c'est les agonistes GnRH. Et ensuite, on tombe dans des procédures plus gynéco, donc ablation, options chirurgicales, etc. Ma pratique personnelle, c'est que si j'ai un échec à mon stérilet, ma contraceptif ou mon Dienogest, qui est ma première ligne, je réfère ensuite en gynécologie qui essaie la deuxième ligne pharmaco et ensuite va poursuivre pour voir si on poursuit une deuxième ligne plus invasive. Pour faire un survol rapide, il existe des options interventionnelles comme l'embolisation de l'artère utérine qui peut être proposée s'il n'y a plus de désir de grossesse mais que la patiente souhaite conserver son utérus. Au niveau des options chirurgicales, il existe l'ablation de l'endomètre, l'adénomiectomie, l'hystérectomie, encore une fois selon la tolérance au traitement, l'efficacité des traitements antérieurs et si elle souhaite ou non conserver un utérus. L'hystérectomie, c'est le seul traitement définitif de l'adénomyose. Ça permet également d'avoir un tissu sur lequel on peut faire des études d'histologie. En tant que clinicien de première ligne, on peut avoir un impact sur la trajectoire thérapeutique du patient ou de la patiente, devrais-je dire, en gérant son anémie avant de la référer en gynécologie. Il faut savoir que si la patiente fait un choix d'utiliser une thérapie chirurgicale, il va falloir que son anémie soit réglée avant la procédure. Donc, toujours à penser avant de référer, de s'assurer que la formule sanguine de la patiente est optimisée. Donc, c'est des opérations où est-ce que les patientes saignent et on sait que si la patiente a une anémie pré-op, ça augure moins bien pour sa récupération. Donc, c'est quand même une recommandation forte de gérer l'anémie, d'avoir une hémoglobine relativement élevée. Et c'est ici qu'en première ligne, nous pouvons vraiment agir avec le fer Péros ou même le fer intraveineux chez ces patientes-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour traiter ta patiente, Stéphanie? Pour la patiente, en plus d'avoir fait l'échographie, nous l'avon informée du fait qu'elle pourrait prendre du naproxen pour gérer sa douleur, bien entendu en expliquant les risques, puisqu'elle tente de tomber enceinte. Donc, ça nous réduit sur l'arsenal thérapeutique qui consiste en gros des COC, des stérilets, progestatifs orales. Donc, le cas particulier d'une patiente qui souffre d'adénomyose, mais qui désire tomber enceinte, pose une gestion thérapeutique plus complexe. En plus, l'adénomyose peut contribuer à l'infertilité. Malheureusement, en lisant la ligne directrice, il n'est toujours pas clair présentement, avec les avancées, si le traitement de l'adénomyose peut augmenter le retour à la fertilité. Stéphanie et Charlotte, j'aimerais ça que vous critiquiez cette ligne directrice. Pour ce faire, nous avons utilisé une grille d'analyse d'un guide de pratique. Selon moi, en termes d'utilité et de pertinence, les recommandations sont centrées sur l'amélioration des issues orientées sur le patient,
elles sont concentrées sur des bénéfices directs pour le patient. On s'attarde aux symptômes qui ont un impact fonctionnel comme les saignements utérins abondants, la dysménorrhée et l'infertilité, et non sur les marqueurs biochimiques ou des facteurs de risque. Est-ce que les recommandations sont claires et applicables? Premièrement, il apparaît clair que pour un médecin de première ligne, la première chose à faire est une échographie transvaginale. Toutefois, en recevant les résultats, les lignes directrices deviennent plus imprécises. Il n'y a pas d'arbre décisionnel ou d'algorithme à suivre et il n'y a toujours pas de standardisation pour les résultats d'imagerie et même d'histologie. Concernant la fiabilité, le guide repose sur une revue systématique de la littérature. Ils ont effectué des recherches dans les bases de données Medline, Cochrane, puis ils ont inclus des essais cliniques randomisés, méta-analyses, revues systématiques, etc. Puis tous les articles dans toutes les langues furent répertoriés et examinés, puis ça a été aussi des articles qui étaient récents. En termes de fiabilité, l'étude repose également sur un système d'évaluation. Dans cette étude, les recommandations de qualité ont été basées sur le GRADE. Il n'y a aucun conflit d'intérêt lors de la production de ce guide pratique et le groupe de travail incluait seulement des obstétriciens gynécologues. Malheureusement, il n'y avait pas de médecins de famille ou de patients partenaires dans le cadre de cette ligne directrice. Effectivement, cette ligne directrice n'incluait pas de patients partenaires ni de médecins ou d'acteurs de la première ligne comme un pharmacien, etc. Je trouvais qu'il manquait certains éléments. On est de plus en plus habitué dans les lignes directrices qui viennent de la première ligne, donc nos lignes directrices peer, par exemple, qu'on discute beaucoup ici sur le balado, d'avoir une vision première ligne. Dans cette ligne directrice, on parle aucunement de traitement non pharmacologique, non intervention chirurgicale. Donc, on ne parle pas de diète particulière, alors qu'il y a quand même tout un champ d'études qui a des qualités d'évidence qui ne sont pas extraordinaires, mais qu'il y a des gens qui se posent la question, y a-t-il des types de régimes nutritionnels qui peuvent impacter l'adénomyose? Puis ça, c'est le genre de truc que nos patientes nous demandent dans le cabinet. Et on n'a pas parlé d'exercice physique et l'efficacité de l'exercice physique sur la dysménorrhée, par exemple. Donc, en fait, pour moi, c'est comme un angle mort quand on crée une ligne directrice avec une vision que de gynéco et de plus en plus en médecine familiale, on inclut ce genre de recommandations, ou en tout cas, on se pose la question, mais on regarde s'il y a des revues systématiques ou s'il y a des essais cliniques qui ont été sur le sujet. Merci Stéphanie et Charlotte pour cette excellente revue de la ligne directrice SOGC sur l'adénomyose et pour la belle critique de cette ligne directrice. Les messages clés que je veux que vous reteniez, c'est que en première ligne, nous devons penser à l'endométriose et à l'adénomyose, surtout avec des patients qui se plaignent de douleurs, de saignements, d'infertilité. Nous pouvons débuter des traitements de ces conditions-là avec des COC, d'Hyénogestes, des stérilés, et ensuite référer à nos collègues si nous sommes dépassés à ce moment-là. L'échographie est un outil diagnostique précieux et n'oublions pas de traiter l'anémie de ces patientes. Donc, je vous remercie énormément d'avoir participé à ce balado, puis à la prochaine! Merci! Merci! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado Diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca. D'ici là, prenez soin de vous.